Cela sera permis par la loi, et c'est une bonne nouvelle. Et j'en profite pour dire et rappeler, comme je le fais souvent, que nous avons voté en loi de finances un abattement à la taxe sur les salaires qui s'applique pour les impôts payés cette année, qui passe de 6 000 à 20 000 euros. C'est-à-dire que toute association qui a entre 1 et 15 salariés devrait être, grâce à cet abattement, exonérée quasi totalement du paiement de la taxe sur les salaires. C'est 70% des associations françaises qui ne paieront pas d'impôts. Ça coûte 314 millions d'euros à l'État. Et j'indique aux trésoriers d'associations qui sont peut-être dans cette salle et qui ne l'avaient pas anticipé que cette mesure, l'abattement il était 6 000 euros, donc ce sont les 6 000 premiers euros, porté à 20 000 euros, c'est l'équivalent d'une subvention de 14 000 euros pour les associations qui embauchent entre 1 et 15. Alors pour toutes, évidemment, mais pour celles qui ont 500 salariés, ça leur change moyen la vie. Pour celles qui ont entre 1 et 30, 1 et 15, c'est plus d'impôt du tout. 1 et 30, c'est 14 000 euros de taxe sur les salaires payés en moins. Donc c'est une belle subvention, ou en tout cas l'équivalent d'une belle subvention. Je ferme la parenthèse, c'était en loi de finances, mais ça vous montre que l'ESS, on y réfléchit de manière transversale, pas simplement à travers la loi sur l'ESS. Deuxième mesure que je voudrais évoquer, sur le financement, les certificats mutualistes. Les mutuelles, elles veulent pouvoir se développer, or elles ont des besoins en fonds propres, et elles ont des difficultés, parce que le marché financier pas pour elles une source de financement, il leur fallait des instruments spécifiques. Donc on a travaillé avec elles pour qu'elles puissent lever désormais auprès des sociétaires, c'est-à-dire ceux qui ont une complémentaire professionnelle par exemple, ou une assurance auto, dans le cadre du modèle mutualiste, lever des fonds avec un petit rendement, ce rendement ne remettant en cause ni le principe de la non-lucrativité, ni celui de la gouvernance démocratique. Là encore, c'était un instrument demandé par les mutuelles qui va permettre à celles-ci de grandir et de financer des projets dont je rappelle qu'ils permettent qu'il y ait des maisons de retraite, des établissements sanitaires et sociaux dans des proportions qui sont de 1 pour 2 dans beaucoup de territoires. Sans l'ESS, vous n'auriez ni clinique, ni maternité, ni maison de retraite, ni établissements sanitaires et sociaux dans des pans entiers du territoire français. Et c'est la raison pour laquelle il était légitime que nous soutenions ce modèle. Et puis, dernière mesure de développement, elle concerne le modèle coopératif, plus spécifiquement les SCOP, pas que les SCOP, mais tous les salariés. C'est le seul point de la loi où on déborde allègrement. Ce qu'on veut polliniser, pollinisons allègrement, soyons des abeilles ambitieuses. Nous avons décidé de doter tous les salariés des entreprises de moins de 50, peu importe le statut de leur entreprise, d'un nouveau droit. Celui d'être informé du fait que leur entreprise va être vendue. Or, en France, les entreprises des moins de 50 salariés n'avaient pas cette information parce qu'il n'y a pas de comité d'entreprise dans les entreprises de plus de 50 salariés. Le moins de 50 salariés. Donc nous avons voulu que cette information puisse concerner tous ceux de moins de 50 et tous les salariés des entreprises de moins de 250 également. Vous allez voir pourquoi les moins de 50 sont particulièrement ciblés. Nous avons voulu permettre à ces salariés de savoir quand le chef d'entreprise veut vendre. Quelle est la réalité en France? C'est qu'il y a chaque année, je dis à chaque année, en France, 50 000 emplois qui disparaissent parce que des PME ferment, faute de repreneurs, et nous ne parlons pas, pour ces PME, de PME qui sont en mauvaise santé, nous parlons de petites PME en bonne santé, mais qui ne trouvent pas de repreneurs. Et ça arrive souvent, hein. Il y avait une PME d'imprimerie dans un territoire où il y a une activité économique modeste. Cette imprimerie, elle assure le travail pour d'autres entreprises, pour des particuliers, pour les collectivités. Elle fait du 2-3%. Et bien, chaque année, honnêtement, au moment où le chef d'entreprise veut passer la main, celui qui est candidat pour reprendre une entreprise qui fait un résultat aussi modeste, mais pourtant qui permet de maintenir 30 emplois, ben, il n'y en a pas forcément beaucoup. Il arrive même qu'il n'y en a pas du tout. Et résultat, le chef d'entreprise met la clé sous la porte. Et on s'est dit, c'est quand même absurde que quand on connaît le chômage de masse, on laisse chaque année disparaître 50 000 emplois dans des boîtes qui sont parfaitement viables, qu'on pourrait faire vivre, mais pour lesquelles on ne trouve pas de repreneurs. Et donc on a réfléchi à une solution. Et cette solution, c'est le trident que je vais évoquer, et puis je termine par ça. D'abord, on les informe, le droit d'information, valable pour tous les salariés. Notre entreprise est à vendre, 2 mois avant la cession, obligation pour le chef d'entreprise, quand il a l'intention de céder, d'informer ses salariés, pour que le cas échéant, grâce à cette information, ils puissent formuler une offre. Une offre de reprise de leur propre entreprise. La deuxième flèche du trident, c'est de se dire, maintenant que je sais que mon entreprise est à vendre, que je peux, le cas échéant, formuler une offre,
sous quel statut je le fais et comment est-ce que je suis accompagné pour le faire. Sachant que pour reprendre son entreprise, il faut l'acheter. Il faut avoir un peu de sous. Et on n'a pas forcément envie de mettre ce qui vous reste d'épargne d'économie dans un projet entrepreneurial qui vous paraît sans doute viable, mais quand même risqué pour vos économies. Et bien jusqu'ici, quand vous vouliez faire une SCOP, vous étiez obligé de mettre comme salarié 50% du capital et vous disposiez de la majorité des droits de vote. Et là, nous allons vous permettre, vous, peut-être quelques-uns d'entre vous, en tout cas permettre aux salariés français, grâce à un nouveau statut de SCOP, la SCOP d'amorçage, de ne mettre que 30% du capital et de disposer immédiatement de 51% des droits de vote, charge à ces salariés pendant les 7 années qui suivent de constituer avec les excédents le capital nécessaire pour être majoritaire et se transformer en SCOP classique. Ils ont 7 ans pour pouvoir basculer de la SCOP d'amorçage à la SCOP classique. Mais vous allez me dire, mais s'ils ne mettent que 30%, qui les suit? Parce qu'il faut bien quand même qu'à un moment, on constitue le tour de table. Et c'est là que nous avons créé troisième flèche du trident, un fonds hébergé à BPI France, la Banque publique d'investissement, qui est abondé d'ailleurs avec des acteurs historiques du financement de l'économie sociale, de telle manière que 100 millions d'euros accompagnent la transmission d'entreprise pour ces salariés qui, informés du fait que leur patron va vendre, formulent une offre, créent une scope d'amorçage et trouvent un partenaire à travers BPI. Dans cette situation-là, au passage, si le chef d'entreprise a une autre offre, il est libre de vendre. Et même s'il a une offre et qu'il n'a pas envie de vendre, il fait ce qu'il veut. On ne remet pas en cause la liberté intégrale du cédant de céder à qui il veut et au prix qu'il souhaite. Mais il nous est apparu assez évident qu'on associait quoi là? Qu'on combinait quoi? L'intérêt du chef d'entreprise, qui est quand même de vendre le fruit de son travail et à un moment de se mettre au vert, surtout quand il veut partir à la retraite. Il faut savoir qu'en Ile-de-France, les chefs d'entreprise qui ont plus de 55 ans, ce sont plusieurs dizaines de milliers d'entreprises qui sont concernées par ces transmissions. Et vont pouvoir, le cas échéant, de vendre, partir avec ce pactole, du moins gros, j'en sais rien, moi, selon les entreprises, mais en tout cas avoir réussi à vendre. Et pour les salariés, l'intérêt c'est quoi? Ben, c'est que leur emploi dure. C'est que leur emploi est maintenu, qu'ils sont propriétaires de l'entreprise et qu'ils décident désormais des choix d'investissement de cette entreprise. Et je termine par ça. Ce qui est intéressant dans l'ESS, c'est qu'outre un modèle dont on dit qu'il est résistant à la crise, tout ça est vrai. C'est que sur le plan plus intellectuel ou politique quelque part, c'est que cela associe le citoyen ou le salarié à la décision économique. Or, si on y regarde d'un peu près, quelles sont les leçons qu'on peut tirer de la crise, sinon que, aussi bien les nations au niveau macroéconomique que les individus au niveau de l'entreprise ont de plus en plus été expulsés dans les 20 dernières années de la décision économique. Au niveau européen, on vous dit qu'il n'y a qu'une seule politique économique possible, qu'il n'y a pas d'autre choix, que le bonheur c'est juste cette voie-là. Et dans l'entreprise, qu'est-ce qui se passe souvent? Sinon qu'on vous explique que l'entreprise doit d'abord satisfaire à un rendement sur le capital, à la distribution de dividendes, et une fois qu'on a donné, on regarde ce qui reste pour préparer les investissements. Bref, on a le sentiment que la décision économique a échappé dans l'entreprise aux salariés, aux chefs d'entreprise lui-même parfois, qui n'est parfois pas le principal actionnaire de sa propre entreprise, et au niveau macroéconomique, aux États, donc aussi aux citoyens. Et l'idée de l'ESS, et ça va être il faut leur prendre du temps, hein, mais l'idée de l'ESS, c'est la société formidable qu'elle remet le citoyen au cœur de la décision économique. Une décision dont il a été progressivement expulsé depuis de nombreuses années. Et c'est pour ça que ce modèle marche, c'est pour ça qu'il est tempérant, qu'il est résistant, c'est pour ça que ce gouvernement s'intéresse à ce modèle, c'est pour ça qu'on a voulu aligner les planètes. Aujourd'hui, je suis très heureux de pouvoir porter au nom du gouvernement cette loi qui a été votée en première lecture au Sénat, qui va être examinée maintenant à l'Assemblée nationale, et qui ne serait rien sans le travail de BPI France, qui ne serait rien sans les politiques qui sont menées au niveau des territoires, départements, régions, agglos et municipalités, et qui surtout ne serait rien sans les acteurs de l'ESS. Il y en a beaucoup dans cette salle. Et moi, je vais terminer par ça, les remercier parce que, mine de rien, nous, on a mis en musique un travail qui avait été d'abord déjà fait par vous sur le terrain. C'est plutôt bien de voir d'ailleurs que les politiques traduisent dans la loi des choses qui sont parties de l'initiative citoyenne, de l'expérimentation, et qu'enfin on leur permet de changer d'échelle. Ça fait parfois même un peu peur aux expérimentateurs eux-mêmes qui
n'aiment pas trop qu'on les enferme dans une loi. Moi, je veux simplement dire une chose. Cette loi, elle va tout faire sauf enfermer l'ESS. Elle va lui donner, j'espère, les moyens de changer d'échelle et de continuer à créer, à innover, comme elle le fait déjà. Mais bon débat ce soir. Aidez-nous dans cette bataille-là. On ne sera jamais trop à développer l'ESS. En tout cas, merci au département de Seine-Maritime, merci à toi Didier, et vive l'économie sociale et solidaire.